Bonjour à tous. Bonjour. On va démarrer sur Redux Saga, générateur de bonheur. Qui avait dit qu'il n'est pas là? Alors, quelques mots sur moi rapidement. Lego Addict, Tech Lead Front-End à Electra, pour encore un petit mois, puisque sur le départ pour de nouvelles aventures du côté de Montréal. Alors, avant de parler un peu de Redux Saga, on va essayer de voir un peu pourquoi on en est arrivé à de telles solutions. Au début, JavaScript, on s'en servait pour finalement du scripting, tout simple. C'est-à-dire qu'on allait animer quelques éléments de notre page, on allait aussi s'en servir pour interagir avec nos formulaires. Sont arrivés les SPA, React, Angular, Vue, et on se retrouve à devoir gérer un état côté client de nos applications. Cet état, du coup, il faut maintenant le mettre à jour et contrôler à quel moment on le fait, quand, comment. Et l'autre aspect important de ce state, de l'état côté client qu'on doit gérer, c'est aussi le fait que la donnée, elle est parfois asynchrone. Donc il va falloir gérer et l'état et le fait que de la donnée arrive à différents moments dans le temps. Sont arrivées des solutions comme Redux. Je vais passer rapidement dessus, parce que le propos c'est Redux Saga, mais Redux, rapidement, si on revient un petit peu sur qu'est-ce que c'est. Dan Abramov, son créateur, nous dit voilà, c'est finalement une librairie qui va imposer des restrictions sur le comment et le quand on va gérer les mutations de cet état côté client. Donc, trois principes, rapidement, on va les repasser. On a une seule source de vérité, okay, et cette source de vérité, finalement, c'est juste un objet JavaScript, un ensemble de clés-valeurs, qui produit, qui est représentatif de notre état côté client. L'état, il est read-only, on ne le mute pas directement. À la place, on va émettre des actions, et ces actions, ce sont de simples objets JavaScript, encore une fois, qui vont décrire ce qui se passe. Au minimum, on va retrouver un type. Enfin, dernier principe, Redux a popularisé côté front-end, côté client, pas mal de concepts comme l'immutabilité notamment. L'idée c'est d'avoir des pure functions, donc côté Redux on appelle ça des réduceurs, qui vont permettre de décrire comment on met à jour l'état de l'application, ou en tout cas une portion de l'état de l'application. Donc, rapidement, un réduceur c'est quoi? On en a un ou plusieurs le plus souvent dans nos applications. Chaque réduceur va prendre en paramètre l'état précédent et une action. Pardon, je suis passé un peu vite. Pour chaque réduceur, on a une action, on a un switch case classique qui va écouter un ou plusieurs types d'actions. Et pour chaque action, on va avoir le code responsable de mettre à jour l'état de cette portion précise de l'application. Ici, on a bien un nouvel état qui est renvoyé dans le cas du add to do par exemple, avec l'état précédent et le nouveau élément de to do. Ok, parlons un peu de ce gros mot là. Les side effects, c'est quoi? En fait, ça décrit finalement tout ce qui va être autour de l'asynchronisme. Donc on peut le traduire comme effet de bord, mais en fait, principalement côté SPA, ça va être la gestion de l'asynchrone. Il y a plusieurs librairies qui existent autour de Redux pour faire ça. Elles sont toutes sous la forme de middleware Redux en fait. C'est la bonne pratique. Ça permet de s'interfacer dans le flux Redux qu'on connaît, qu'on vient de décrire. Action, en tout cas, oui, action, pardon, réduceur, store, et on retourne côté vue. Et donc c'est middleware. Le plus connu que vous avez peut-être déjà utilisé, c'est Redux Sync. Se base sur des fonctions. On a Redux Saga, on va le voir en détail, qui se base sur des générateurs. Redux Observable, par exemple, aussi, qui se base sur des observables. Voilà, il y en a plusieurs qui existent. On va parler de Sync un petit peu avant Saga pour comprendre aussi pourquoi, finalement, quels sont les avantages de Saga par rapport à Redux Sync, qui est le plus utilisé. Donc Redux Sync, ils ont un peu tordu le premier principe de Redux,
C'est-à-dire qu'au lieu de retourner des actions qui ne sont qu'un objet JavaScript, on va pouvoir aussi retourner des fonctions en tant qu'action. Ces fonctions, elles vont recevoir en paramètres, elles vont avoir accès au dispatch, donc pour émettre de nouvelles actions à leur tour, et au getState pour lire des informations du store. Un petit exemple rapide d'un 5, ça donne quoi? Ici, on a donc une fonction qui reçoit des paramètres d'entrée, puis qui retourne une fonction qui a accès au dispatch. Ligne 3, on a une première action qui est émise, puis ensuite un traitement asynchrone, on reconnaît une promesse. Là. Ok. Je commence. Donc on a notre promesse ici qui va, elle, être asynchrone, dispatcher également une action de succès, puis une nouvelle action au bout de 2 secondes, ou une erreur si jamais la promesse n'a pas été résolue. Enfin, on appelle ce 5 sous la forme d'une action aussi, classique, avec les paramètres qu'elle attend. Donc, les 5, c'est facile à comprendre. Le concept, il est simple, on le maîtrise. L'implémentation aussi, ça se base sur des promesses. C'est pas très compliqué. On a un flow qui nous est familier. Et on retrouve la logique au même endroit pour gérer cet aspect asynchrone des choses. Les limitations par contre de Redux 5, c'est que déjà on s'éloigne un peu du fait d'émettre que des actions Redux simples. On va émettre aussi des fonctions, donc on s'éloigne déjà un petit peu du principe même de Redux. Souvent, dans des applications un peu plus complexes, nos 5 vont faire de l'asynchrone, et en réponse d'une première promesse, on va avoir de nouveaux traitements asynchrones. Et là, vous rentrez dans des enchaînements de promesses qui peuvent être assez lourds pour comprendre un peu, avoir une compréhension simple de ce qui se passe dans ce morceau de code. Donc ça va complexifier aussi vos tests. Hein, si vous avez déjà testé des promesses, c'est pas super évident quand il y en a plusieurs qui vont s'enchaîner les unes après les autres. L'autre aspect, le dernier aspect, c'est le fait qu'on n'a pas moyen finalement de stopper non plus un 5 une fois qu'il a été exécuté, une fois qu'on l'a appelé. Ok, Redux Saga, qu'est-ce que c'est? C'est une autre approche qui se base sur les générateurs. Donc c'est une nouveauté du langage ES6, côté JavaScript, qui va permettre de contrôler l'asynchrone d'une façon bien différente de Redux 5. Ce que ça active, Redux Saga, ce que ça permet de faire, ça va être de gérer, donc sous le terme de saga, comme des threads, bien que ce soit monothreadé, hein, JavaScript, mais comme des threads dédiés à des parties de l'application donnée, indépendants les uns des autres. Alors voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, le type de réaction, c'est un anta 4, c'est une catastrophe. Ou qu'est-ce que c'est que ce code? Première ligne, j'ai une fonction avec une étoile. Est-ce que c'est une erreur de typo? Est-ce qu'il s'est trompé? Pardon? Deuxième aspect un petit peu choquant quand on voit pas, enfin on le voit pas souvent en tout cas côté front-end, une boucle infinie, un while true qui se promène. Ensuite on retrouve aussi un mot-clé yield qui revient à plusieurs endroits. Alors ça, si vous avez fait d'autres langages comme du Ruby par exemple, ça va peut-être vous parler, mais c'est assez nouveau. Et ça vient donc grâce à ces générateurs que manipule Redux Saga. On va voir un petit peu plus en détail l'API et comprendre comment ça marche tout ça. Et ça, c'est pour exécuter la saga précédente. Ok, alors la définition, je vous la résume rapidement. En fait, Redux Saga, donc c'est un middleware, et on va pouvoir démarrer, mettre en pause, reprendre une fois ou plusieurs fois des traitements. Et ces sagas, elles vont pouvoir émettre elles aussi des actions Redux. Elles vont pouvoir lire aussi des informations du store. Donc voilà, si je le résume tout ça en un schéma, en fait, la partie, le milieu droit en gros du schéma, cette partie-là, c'est Redux, hein, c'est le Redux qu'on connaît, le flow qu'on connaît, la vue émet une action,
Ensuite, c'est capté par un ou plusieurs réduceurs. Cet ensemble-là de réduceurs forme notre state, qui est ensuite retourné à la vue. Le périmètre de Redux Saga, si on reprend un peu la définition, c'est ça. C'est la moitié gauche, du coup, de ce schéma, qui va permettre aussi d'écouter des actions, d'en émettre, de gérer tout l'asynchronisme, c'est-à-dire les appels auprès d'une ou plusieurs API, et aussi avoir accès au state en demandant des informations à Redux. Alors, pour comprendre un peu Redux Saga, il faut comprendre comment fonctionnent les générateurs. Et c'est le premier pilier qu'on va explorer maintenant. Donc les générateurs, c'est quoi? C'est ces nouvelles fonctions-là qui démarrent avec une étoile, qu'on va pouvoir démarrer, arrêter une ou plusieurs fois. Quand un générateur s'arrête, à ce moment-là, c'est le reste de votre application qui s'exécute. Et quand on revient dans le générateur, on reprend l'exécution du générateur. Je rappelle qu'on est toujours dans un langage monothreadé, il n'y a pas d'autres moyens, hein. Il n'y a qu'un seul code qui s'exécute à la fois. Donc le générateur, voilà, soit il a la main, soit il rend la main l'application. Le générateur, il ne peut pas être arrêté de l'extérieur. Par contre, lui-même, il va s'arrêter lorsqu'il tombe sur le mot-clé yield. Le yield, en fait, on peut le voir comme un return, en gros. Et une fois que le générateur s'est arrêté, qu'il est tombé sur le mot-clé yield, c'est pas lui qui va reprendre son exécution. Il ne peut pas le faire. C'est de l'extérieur qu'on va demander au générateur de reprendre là où il s'était arrêté. Enfin, ce système de je sors, je rentre à plusieurs reprises, ça va permettre de passer de la donnée à la fois au moment où je sors sur un yield et à la fois quand je reviens dans le générateur et que je reprends son exécution. On va pouvoir passer de la donnée dans les deux sens. Ça, c'est assez intéressant et il n'y avait pas beaucoup d'équivalents avant côté JavaScript. Donc là, on est sur un pur générateur. On ne parle pas encore de Saga, mais c'est fortement lié. Le générateur, il est déclaré au début, là, ligne 2 et 6. Je l'appelle à la ligne 9 en lui passant un premier paramètre qui vaut 5. Là, c'est le petit exercice pour se tordre les méninges quand on n'a jamais vu ce générateur. Qu'est-ce qui se passe? Ligne 9, il ne se passe rien en fait. J'ai simplement initialisé mon paramètre x à 5. Ligne 11, quand je appelle le it.next, mon générateur, et j'appelle la méthode .next, en fait, je fais appel derrière au fait qu'un générateur se base sur des itérateurs. C'est aussi une nouveauté du langage JavaScript qui est arrivé en ES6. Et donc c'est comme ça qu'on avance dans le générateur. C'est en appelant des next successifs qu'on va avancer dans son exécution. Sur le premier, je ne fais rien. Je ne lui passe pas d'entrée, de paramètres en entrée. Donc ce qui se passe dans l'exécution de ce générateur, c'est ligne 3, j'arrive, j'ai x qui vaut 5. Donc j'ai fait x plus 1, 6. Okay, et j'ai le mot-clé yield, donc je sors de mon générateur. Mon générateur, à ce moment-là, il me renvoie un objet qui contient ma valeur, 6, et un flag qui me dit qu'il n'a pas encore terminé l'exécution du générateur. Quand je le rappelle ligne 12, à ce moment-là, sur le next, je lui passe un paramètre en entrée. Donc on voit bien qu'on peut communiquer dans les deux sens. Donc là, je reviens dans mon générateur, et en fait, toute l'expression, ici, yield, x plus 1, pardon, je trompe un peu, le yield x plus 1 va être remplacé par cette valeur au moment où je reprends l'exécution. Donc, y, finalement, il va valoir quoi? Il va valoir 2 fois le paramètre d'entrée, donc 2 fois 12, 24. Je continue l'exécution. Ligne 4, j'ai un y divisé par 3. Je divise 24 par 3, j'ai 8. J'ai un mot-clé yield, je ressors. Donc ma valeur d'après, c'est bien value 8, et j'ai pas encore fini l'exécution, donc mon flag vaut false. Dernier appel, je reprends, je remplace l'expression ligne 4 yield divisé par 3. Je les ai peut-être tous perdus là, mais c'est pas grave. On va aller au bout de l'exemple. Je remplace cette expression-là par ma valeur, qui vaut 1, et au final, j'ai un return qui me fait la somme. Donc je remplace mon yield, y divisé par 3 par 1, donc z vaut bien 1, et à la fin, j'ai la somme de ces trois éléments. Et on voit que finalement, mon générateur, à chaque fois que je reprends l'exécution, il a conservé ses valeurs en mémoire. C'est vraiment une fonction bien plus puissante que celle qui s'exécute immédiatement. Là, je vais revenir à chaque fois et garder de la valeur en mémoire. Et je communique dans les deux sens. Bon, ça, c'est les générateurs. Okay, je les ai tous encore, c'est bon?
Deuxième pilier sur lequel se base Redux Saga, c'est les effets. Alors ça c'est ma slide pour marquer des points auprès du public backend. Citation de Martin Fowler. En gros, on va se baser, la philosophie de Redux Saga, c'est de se baser sur l'event sourcing, dans le sens où on va émettre des intentions, des événements, pour décrire les changements qui se passent. Donc, event sourcing, si je vous le résume en 2 minutes chrono, l'exemple le plus parlant, c'est celui d'un compte bancaire. Plutôt que de muter, si je pars avec un compte en banque initial de 100 €, je retire 10, plutôt que dans une application classique, pardon, de faire finalement mon compte en banque .7 moins 10, mon compte en banque, j'appelle une méthode unsetter et je lui passe la nouvelle valeur, maintenant tu vaux 90, je vais le décrire sous forme d'événement. C'est-à-dire que je vais dire, mon compte initial c'est bien 100, et je fais un événement de retrait de 10. Puis après, potentiellement, j'ai un événement d'ajout de 50. Puis encore un retrait de 10. Et finalement, en rejoignant cette séquence d'événements, je peux redéterminer l'état de mon compte en banque. C'est ça le principe d'event sourcing. Et Redux Saga s'inspire un petit peu de ça sur le fait d'exprimer des événements. On va parler d'intention ou d'instruction à ce moment-là, pour décrire les changements qui se passent dans une saga. Donc les effets, c'est quoi? Ça décrit finalement, sous forme d'un objet JavaScript, l'intention d'une saga. Ça contient donc des instructions qui vont être captées par le middleware Redux Saga, qui lui sait pour chaque effet ce qu'il doit faire avec ça. Donc je l'ai déjà dit, mais voilà, ce sont les effets, on peut les voir comme des instructions pour des opérations à faire. C'est pas l'opération en elle-même, c'est bien l'intention de faire cette opération. Et la nuance elle est importante parce que c'est ça qui va rendre les tests très simples, c'est en fait d'exprimer une intention, et c'est le middleware derrière Redux Saga qui lui va vraiment la réaliser cette opération. La saga va faire qu'exprimer des intentions. Et donc voilà, le test finalement de la saga, d'un générateur, puisque c'est quasiment la même chose finalement, ça sera juste de faire un deep equal sur l'intention qu'on a exprimée, sur l'effet qu'on a exprimé. Puisque derrière, on n'a pas testé vraiment l'exécution de l'effet lui-même. Juste l'effet, c'est cette intention. Okay, si on revient sur ce schéma, donc on comprend bien qu'il n'y a pas une seule saga, en fait, il y en a plusieurs qui sont chargés d'une partie de l'application donnée, d'un use case business ou technique propre. Il y en a plusieurs. Et au lieu que ce soit la saga réellement qui émette des actions, qui communique avec l'API directement ou qui lise des informations du store, ce qui se passe vraiment, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que la saga exprime ses effets, qui sont captés par le middleware Redux Saga, et c'est lui qui vraiment va réaliser les opérations. Donc à chaque fois qu'une saga exprime un effet, on va utiliser le mot-clé yield, suivi de l'effet, on va voir les différents effets que propose Redux Saga, c'est un peu l'API finalement de Redux Saga. Donc là, à ce moment-là, la saga s'arrête, le middleware Redux Saga prend la main dessus, exécute l'opération, et on reprend l'exécution, on revient dans le générateur, avec la donnée qui a été récupérée et qui a été exécutée par le middleware, on revient dans la saga et on reprend l'exécution. Et on a comme ça une communication dans les deux sens. Donc en fait, l'image un petit peu de Redux Saga, c'est ça, c'est un orchestrateur qui est piloté par les effets. Ok, on va voir maintenant l'API, elle n'est pas très compliquée. Donc on retrouve ici, premier effet, il s'appelle call. Alors c'est des slide in action, c'est pas un tools in action parce que c'est pas super intéressant à vous l'exécuter en vrai. Ça c'est juste un appel network, un fetch. Donc je vais plutôt vous montrer le code que l'exécuter réellement. Donc ici mon call, voilà, je passe la référence de la fonction à exécuter, des paramètres éventuellement. Et ça voilà, c'est mon premier effet, le plus simple. Il est bloquant, c'est-à-dire que là, mon générateur s'arrête, il attend le retour de cet appel asynchrone pour reprendre son exécution. Le résultat, je le stocke dans une variable product. Ok. Pardon, je suis passé un peu vite. Deuxième effet très simple. Après un appel API, par exemple,
je vais vouloir émettre une nouvelle action Redux. Ici, j'ai mis une action de type product received et je passe en payload mes produits que j'ai reçus. Là, on voit qu'on respecte Redux, c'est-à-dire que les actions restent des objets JavaScript purs. On n'est pas en train d'émettre une action, on reste vraiment sur les classiques de Redux. Notre effet intéressant, le take. Le take qui va permettre d'écouter une action Redux précise, et derrière, on va exécuter le traitement qui s'ensuit. Ce qui est intéressant, par exemple, dans cet exemple, c'est que le workflow d'un login, par exemple, il est assez complexe, et finalement, là, je peux très bien exprimer, grâce à mon while true et mes deux takes, que mon cycle de vie, finalement, d'une session utilisateur, ce sera d'abord un login. Je vais derrière exécuter des traitements, appeler mon API pour savoir s'il est autorisé ou pas à se connecter. Et à un moment donné, je sais qu'il y aura une fonction de logout qui sera appelée. Que ce soit parce qu'il y a un timeout, il n'a pas plus d'activité, ou tout simplement parce qu'il s'est vraiment délogué lui-même. Et le générateur, quand il revient en logout, il y a un while true, ce qui fait qu'il sait que hop, je recommence, j'attends de nouveau pour cette session browser qu'il a ouvert, mon utilisateur, je sais qu'après un logout, je recommence à attendre un login. Voilà. Le take la test. Donc il y a take, maintenant on voit le take la test. Take la test, c'est un peu plus haut niveau que le take, finalement, il permet simplement toujours d'écouter une action Redux et de déléguer le traitement à faire à une saga donnée. Donc ici, le deuxième paramètre, c'est la saga qui s'exécutera à chaque fois qu'on recevra une action de type product requested. Ce qui est intéressant avec le take la test, c'est qu'il va il va permettre d'annuler un appel qui serait en cours. Par exemple, j'ai un bouton qui déclenche un appel API qui est écouté par une saga. Grâce au take la test, je vais pouvoir dire, attention, si tu as des appels successifs, tu annules les précédents et tu prends que le dernier. Ou alors je pourrais utiliser le take every et dire à chaque appel, je veux que tu réalises vraiment la saga donnée. Donc je peux avoir comme ça des tâches annulables ou pas. Je ne vais pas tous vous les faire, je vous rassure. Je finis sur deux effets. Le fork. Donc le fork, il est ligne 6 là. À la différence du call, lui, il n'est pas bloquant. C'est-à-dire que l'appel à la fonction authorize est effectué, mais derrière, on continue l'exécution du générateur. Le retour du fork, il est stocké, ça forme un objet, ce qu'on appelle une task, en Redux Saga, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut annuler. Ce qui fait qu'à la ligne 8, si j'ai une action de type logout qui arrive, parce que juste au-dessus, j'ai un take qui écoute soit logout, soit login error, si jamais il y a une de ces deux actions qui arrive, je peux annuler cette tâche qui correspond à ma ligne 6. Okay. Et enfin, un effet qu'on utilise assez fréquemment, c'est un select. On lui passe simplement en paramètre un sélecteur Redux classique. Donc je l'ai mis ligne 15 par exemple pour avoir un exemple. Le sélecteur me retourne une info qui vient de mon store. Mais simplement avec l'effet select, je peux appeler un sélecteur et aller lire de l'information présente dans le store Redux. Ok, donc l'API finalement c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a compris comment les générateurs fonctionnaient et la philosophie de Redux Saga avec ses effets en tant qu'instruction, l'API de Redux Saga elle est vraiment pas compliquée et il y a ces quelques mots-clés qu'on a passés et d'autres pour des cas un peu plus complexes, mais ça va pas au-delà. Si on fait un dernier exemple, all-in-one, ça c'est ce qu'on a côté index.js. J'initie mon Saga middleware. Je lui lance ensuite, ligne 6, la saga principale. En fait. Donc, on va souvent appeler root saga. Cette saga principale, elle correspond à quoi? C'est ce code suivant. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre au début de l'application l'ensemble de nos watchers. C'est-à-dire toutes ces sagas-là qui faisaient des takes ou des take la test, ils se lancent tous en parallèle et ils sont tous là en train d'attendre la bonne action Redux pour lequel ils sont bindés. Et donc souvent notre root saga ressemble à ça, à un grand tableau auquel on passe différentes sagas qui attendent une action Redux pour démarrer un traitement. Sachant que aussi après, une saga peut elle-même démarrer des sous-sagas, donc voilà, ça peut cascader comme ça. Ensuite, pour une saga donnée, donc si on prend l'exemple du fetch product, encore une fois, je vais avoir un take la test qui écoute cette action,
qui la délègue à une saga fetchProduct, qui est juste dessous, qui fait un premier select pour récupérer le token que j'ai dans mon store Redux, qui va ensuite faire un appel API sur /products en lui passant le token pour être authentifié. Mon manager là, que j'utilise pour faire mon fetch, qui derrière fait un simple fetch, donc c'est une promesse que je gère côté manager, qui me renverra soit une response, soit une erreur. Ça me permet dans mon code après d'attendre l'un ou l'autre et d'émettre la bonne action Redux qui va bien. Soit une action de type success, si j'ai pas d'erreur, soit une action de type erreur, si j'ai pas de réponse. Vous pouvez très bien gérer aussi à ce niveau-là directement le retour d'un fetch classique avec un try-catch dans votre saga. Moi je suis pas trop fan, je préfère wrapper ça dans un team manager et gérer plutôt avec un if-else de cette façon-là, mais voilà, c'est vraiment une question de goût. Alors les avantages de ça. Finalement, on arrive à comprendre assez simplement du code asynchrone et on le lit de façon synchrone. Donc ça c'est hyper intéressant. On a une lecture très simple d'un code qui lui n'est pas forcément derrière. C'est facile à tester parce qu'on a juste à tester les intentions de la saga et pas ce qu'elle va produire réellement. Okay, la documentation elle est très bonne, elle est un peu à l'image de Redux lui-même, c'est-à-dire vraiment une documentation très bien détaillée avec beaucoup de use cases, de recettes, de cas spécifiques, le login par exemple, voilà, des choses comme ça. On retrouve cet avantage d'avoir finalement pour un use case donné l'ensemble de la logique au même endroit. Et on peut aller assez loin dans les opérations qu'on gère. Les limites, c'est que même si le test est simplifié grâce au Saga, je vais le montrer un peu plus en détail juste après, on va voir qu'on est quand même très contraint par le fait qu'on utilise des générateurs. C'est un avantage mais c'est un inconvénient, on va voir pourquoi. Le debug il est un peu difficile, même si ça s'est amélioré. C'est vrai que les DevTools étaient un peu perdus au départ quand les générateurs sont arrivés, avec ce mécanisme de communication dans les deux sens, où on avait une fonction qui était exécutée plusieurs fois, dans lequel on rentrait, on ressortait, on revenait. Bon, ça s'est arrangé quand même. Vous pouvez mettre des points d'arrêt dans vos sagas, vous allez vous arrêter un moment, le support s'est amélioré. Donc on va parler de testing un petit peu. On a dit que c'était simple, mais en même temps, il y a quand même des complications. Alors, j'ai repris toujours mon exemple là, du fetch products avec 3 effets. Un select, un call pour un appel API et une action de succès ou d'erreur. Une action Redux, simple. Le test, il est juste dessous. Et en fait, du fait qu'on utilise un générateur, mon test, il est très lié finalement à l'implémentation de la saga elle-même, parce que je vais être obligé, si je le fais naïvement, mon TU, enfin, j'ai pas le choix là pour le coup, mais je vais être obligé de suivre l'exécution du générateur pas à pas, c'est-à-dire suivre ce principe d'entrée-sortie à chaque fois pour dérouler l'exécution du générateur. Je ne peux pas atteindre directement le 3e effet de dire je veux juste tester que ma saga ici elle émette une action de succès ou d'erreur. Non, je suis obligé de passer par chaque yield et à chaque fois de lui passer la bonne donnée en entrée et simuler le bon retour en sortie pour avancer dans le générateur. Typiquement, là, quand je commence à l'appeler ma saga ligne 16, ensuite je fais un premier expect, je ne lui passe pas de valeur au début, donc là, au début, cas simple, je fais un to equal du fait que j'attends à ce moment-là que ma saga, elle exprime l'intention d'aller appeler un sélecteur. Je n'ai pas testé le résultat réellement du sélecteur, juste à dire, tu vas appeler à ce moment-là un sélecteur. Par contre, ligne 19, ici, là, je suis bien obligé de simuler le retour de ce sélecteur. Donc c'est pour ça que je crée une variable tokenMock, je lui mets une chaîne une chaîne qui s'appelle token, pour dire, bah oui, ok, je ne suis pas obligé de tester la ligne d'avant, que le sélecteur il s'exécute vraiment, mais il y a bien un moment, moi, dans mon test, où je suis obligé de tester quand même que les valeurs reviennent en entrée pour que le reste s'exécute normalement. Après, je simule que mon token mock, donc mon token API, il est bien revenu en entrée après l'appel du select. Ensuite, je fais mon toEqual ligne 19 pour vérifier qu'on appelle bien l'appel API à /products et je lui passe aussi la valeur qu'il attendait en paramètre, le token.
Même chose, même principe. Je n'ai pas testé vraiment le call en lui-même. Par contre, je sais que quand je continue mon test après, ligne 22, je suis bien obligé de simuler la réponse de cet appel API pour savoir si je rentre dans le cas de succès ou d'erreur. C'est pour ça que je construis un petit objet avec une réponse pour que mon générateur, lui, quand il continue l'exécution, je passe dans le cas d'échec ou d'erreur pour savoir quelle action j'ai mis. Donc on voit que c'est un avantage de juste exprimer des intentions, mais je suis hyper lié là à l'implémentation du générateur lui-même. Donc c'est pour ça que finalement ce petit point noir de Redux Saga, il y a une librairie additionnelle qui est intéressante qui s'appelle Redux Saga Test Plan, qui va vous permettre de ne pas justement tester tous les effets de la saga et de détacher un peu ce couplage avec le générateur. Ça va vous permettre aussi de tester finalement les effets, peu importe l'ordre dans lequel ils sont émis. Ça fait qu'un TU il sera beaucoup plus résilient si jamais vous changez l'ordre de votre saga et qu'elle fait la même chose. Votre TU va continuer à passer, là où sans cette librairie additionnelle, il aurait échoué du fait qu'on serait lié au générateur. Donc ça c'est le même exemple où j'utilise ligne 16 expect saga, donc ça vient de cette librairie additionnelle, saga test plan. Et là je vais tester simplement juste le select, le sélecteur get token. Je vais tester aussi le fait que je passe bien en succès sur le requested success. Mais c'est tout. Je ne vais pas vouloir tester l'appel API par exemple, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est après à vous de voir ce que vous voulez tester dans vos TU. Qu'est-ce qui a du sens, mais je ne suis pas obligé de tout décrire, de suivre l'intégralité de la saga. Donc je conseille vraiment ça pour la partie TU sur Redux Saga. Ok, donc on a vu comment Saga marchait. On a vu que c'était basé sur les générateurs, que ça émet des intentions, hein, qu'on appelle les effets, que finalement le petit point noir côté testing, on peut le résoudre grâce à Redux Saga Test Plan. Posez-vous quand même la question si vous avez besoin de Redux Saga. Parce que ça, personne, jamais quoi. Redux Saga, ça vient quand même pour des applications assez sophistiquées. On est plus pour des éditeurs logiciels qui vont écrire des SPA assez conséquentes que pour un blog ou je ne sais quelle application assez limitée. Ça vaut vraiment la peine de se poser la question. En fait, Redux Saga, on va le mettre quand vraiment on commence à avoir une gestion de l'asynchrone qui part un petit peu dans tous les sens. Et là, ça va permettre de vraiment simplifier ça et de retrouver du code simple à comprendre et à lire. Mais voilà, vous avez quand même un step en plus quand vous passez à Redux Saga. Vos développeurs aussi à familiariser un petit peu avec ce workflow. Donc posez-vous la question. Posez-vous aussi la question pour Redux. Ça c'est Dan Abramov, celui qui a créé Redux. Donc même Redux, rappelez-vous qu'on y met l'information qu'on veut partager entre composants dans l'application. On n'y met pas tout et n'importe quoi dans le state. Donc voilà, ça fait du bien aussi de se dire est-ce que j'ai besoin de Redux parfois. C'est pas forcément toujours le cas. Merci de votre attention.